Nous ouvrons cette série de conférences avec M. Gaston Gagnon, qui est historien et muséologue, consultant en patrimoine. Il nous propose une réflexion sur la manière dont l'héritage bâti du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'inscrit dans un processus de patrimonialisation du niveau local jusqu'au national. Alors, à vous la parole. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est une journée exceptionnelle. Okay? J'ai vécu beaucoup de colloques, mais ce qu'on vit aujourd'hui est un pas majeur pour le patrimoine du Québec tout entier. Alors, pour cerner le sujet de cette journée d'études en vue de l'insérer dans le patrimoine régional et national, c'est le propos de ma communication, 3 points doivent être pris en compte selon nous. Le premier consiste à préciser les caractéristiques de chacune des composantes de Saguenay, soit cette ville érigée en 2002, afin de renforcer et de stimuler la conurbation de Saguenay comme pôle urbain et de service de la région. Martin Simard l'a évoqué un peu tantôt, mais l'idée de la conurbation était fondamentale dans la création de la ville en 2002. On va espérer que les nouveaux élus s'orientent dans cette orientation-là. Le second point tient à l'inscription de son patrimoine dans l'histoire culturelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 1866 à 1989, en prenant soin d'identifier son fondement, ses acteurs et l'évolution de ses champs typologiques et thématiques. Le troisième point consiste à montrer comment, depuis 1989 à nos jours, le patrimoine moderne, celui de l'après-guerre, est venu à participer à l'identité architecturale de la ville et de la région et à constituer par sa protection et sa gestion ce génie du lieu qui est au cœur de la mémoire vivante de l'histoire sociale du milieu. Par rapport au premier point, concernant les constituantes de Saguenay, dont les arrondissements de Chicoutimi, de Jonquière et de la Baie forment le paysage construit de la ville, leurs fonctions et leur évolution sont tributaires de l'histoire et de la géographie. Voilà la ville telle qu'on peut la voir à compter de 2002. Alors, située sur la rivière Saguenay, jusqu'où l'eau est profonde, comme son toponyme l'indique, Chicoutimi, qui regroupe Chicoutimi-Nord et Rivière-du-Moulin en une seule agglomération en 1976, a dès 1676 une fonction de commerce et d'institution par son poste de traite. Vous le voyez là, à gauche, ainsi que la chapelle du Père-Laure. En 1842, avec l'implantation de l'industrie du bois d'œuvre de McLeod et Price, un noyau villageois se façonne avant de se déplacer vers 1850 le long de la rue Racine, dans le quartier centre de Chicoutimi. Puis, avec l'arrivée et le développement de la grande industrie de la pulpe entre 1896 et 1930, un centre-ville prend forme dans l'Est jusqu'à la cathédrale. Enfin, au tournant des années 60 et 70, au moment où le pont du Buc est construit, il s'ouvre du côté du boulevard Talbot par suite de l'implantation de ces 200 grands centres d'achat sur les anciennes terres agricoles de la paroisse, propriété du séminaire de Chicoutimi. Désormais, le devenir de la ville converge vers cet axe. La déconfiture des commerces de la rue Racine en découle, en même temps que son patrimoine immobilier ancien est démoli. En 1878, la maison du docteur Anger l'illustre avant qu'une prise de conscience n'apparaisse à l'époque de la postmodernité des années 80, l'année française du patrimoine. Tandis que Chicoutimi verse dans le secteur tertiaire, Jonquière, dès sa ville voisine, qui amalgame Kenogami et Arvida en 1975, se spécialise quant à elle peu après sa fondation en 1847, mais surtout au tournant de 1900, dans les secteurs primaires et secondaires. Sous l'initiative de Sir William Price, l'industrie des pâtes et papiers de la Price Brothers se déploie, qui donne naissance à Kenogami, première ville de compagnie en région en 1912. Mais plus particulièrement encore, cette spécialisation s'affirme entre Jonquière et Chicoutimi avec l'introduction d'un nouveau front industriel autour de l'aluminium. L'aménagement des puissants pouvoirs d'eau du Saguenay et du Lac-Saint-Jean le favorise, suivant l'exemple de la centrale hydroélectrique d'Île-Maligne de la Duke Price. Arvida, seconde ville de compagnie, en émerge
avec ses 270 maisons construites en 135 jours, avant de devenir la capitale mondiale de l'aluminium lors de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, comme dernière constituante de la ville de Saguenay figure la baie. Située à l'est de ces villes voisines, elle est formée de la fusion des anciennes municipalités de Grande-Baie, Bagotville et Port-Alfred. Une fonction portuaire et maritime lui est assignée dès les premiers moments de son histoire, en 1838, avec l'arrivée des premiers colons de la Société des 21. Cependant, cette fonction de fenêtre sur le monde se fait plus marquante encore en 1916, avec la construction d'un quai en eau profonde au sud de la rivière Amars, dans la baie des Halles. Rattachée au chemin de fer du Roberval-Saguenay et au moulin au sulfite de Dubuc, cette installation est à l'origine de la troisième ville de compagnie, appelée Port-Alfred, en hommage à J.E. Dubuc. L'intensité de ses activités maritimes la situe au troisième rang des ports du Québec. Enfin, en 1926, la compagnie Alcan, Rio Tinto depuis 2007, récupère le chemin de fer et le quai de Dubuc pour les besoins de son aluminerie d'Arvida, avant de construire un second quai, le quai Duncan, en 1937. Ainsi, toutes ces particularités façonnent le paysage saguenéen et définissent la ville, où la modernité apparaît sous l'angle de l'héritage construit comme sa marque identitaire par rapport à son ancienneté et à l'histoire du Québec. Second point, à propos justement de ce patrimoine qui se reconnaît au fait que sa perte constitue un sacrifice et que sa conservation suppose des sacrifices, c'est dans le sens du sacré, il est au Saguenay un curieux paradoxe. À savoir que si on exclut sa préhistoire, qui est celle de l'histoire même des Inuits, dont la nôtre est incluse, dès le 19e siècle, et ce jusqu'en 1980, pour une première périodisation, la sauvegarde du patrimoine fait déjà partie de l'historicité de la région. Je par là vraiment qu'on s'inscrit dans une continuité historique. En 1866, notamment, après la démolition de la vieille chapelle des Jésuites du Père-Laure, son premier lieu de culte à Chicoutimi, le sénateur David Price de la Price Border fait construire une palissade pour en préserver les vestiges. Vous la voyez à droite. Une croix commémorative y est aussi élevée grâce à une souscription publique. Symbole résolument religieux, elle reste en place jusqu'au moment où Monseigneur Michel Thomas Labrec, le troisième évêque, fait construire une chapelle pour les ouvriers de la Price en 1892. En 1903, l'église néogothique de Sacré-Cœur, près de la pulperie, la remplace, les pères eudistes venus de France assurant la direction de la paroisse. En 1878, lors de l'exhumation du cimetière, situé dans le voisinage, plusieurs objets sont retrouvés dans les cercueils. Par un souci de conservation, voilà. Ils sont déposés dans le cabinet de curiosité de l'abbé Victor Alphonse Huard du séminaire de Chicoutimi. 3 ans plus tard, en 1881, un groupe de citoyens fait élever un autre monument à la mémoire de la famille Price pour la contribution du développement du Saguenay à proximité de l'hôtel Dieu des Sœurs Augustines de Chicoutimi. L'érection de cet obélisque surgit au même moment où la famille, où le Charles-Napoléon Robitaille fait élever une statue sur le palier supérieur du Cap Trinité dans le fjord du Saguenay. Œuvre du sculpteur Louis Jobin de Québec, cet ex-veto entend remercier la Vierge de l'avoir sauvé d'une noyade. Mais cela dit, l'intervention de premier plan dans le processus de patrimonialisation de la région n'arrive qu'à partir de 1934, avec la création de la Société historique du Saguenay. L'abbé Victor Tremblay, professeur d'histoire au séminaire de Chicoutimi, en assume la direction et l'animation jusqu'à son décès en 1979. Sous la devise « Pour l'avenir, je parle du passé », un mot d'ordre est répandu dans tous les milieux, à savoir protéger tout ce qui peut servir à reconstituer l'histoire de la région. Avec l'aide d'érudits locaux et de collaborateurs bénévoles pour célébrer le centenaire du Saguenay en 1938, une volumineuse documentation est amassée, composée de pièces d'archives, de journaux, de photographies et d'objets ethnologiques ou artistiques. Parallèlement à ces cueillettes,
Une campagne d'enquête orale auprès des aînés est partout menée, qui allait contribuer à faire de cette société d'histoire l'une des pionnières et des plus riches du Québec. À côté de cette vaste opération aux allures encyclopédiques pour claquemurer l'histoire régionale, une attention est également apportée aux sites et au patrimoine bâti. Ces interventions donnent lieu à l'érection de plusieurs monuments. À celui des 21 de Grande-Baie en 1934, en lien avec l'arrivée des premiers colons venus s'établir au Saguenay. À celui d'Héberville en 1926, en mémoire de l'abbé Nicolas Tolentin-Hébert, instigateur de la colonisation du lac Saint-Jean, ou encore à celui du coteau du Portage à Chicoutimi, en souvenir des premiers occupants, explorateurs, marchands et missionnaires du Saguenay. Ensuite, ce n'est qu'après coup et surtout au cours des années 40 que la conservation du patrimoine bâti sollicite l'attention du milieu et de la SHS. Le projet de sauvegarde de la petite maison Samuel Bédard, lieu de séjour de l'écrivain Louis Hémon à Péribonka, inaugure ce mouvement avec la création de la Société des Amis de Maria Chapdelaine en 1935. En acquérant la propriété, cette corporation entend procéder à sa restauration et reconstituer un décor intérieur d'époque. Premier musée fondé en région, Lydia Hémon, la fille de l'auteur, l'inaugure avec sa tante en 1938 lors des fêtes du Saguenay. Cette action de mise en mémoire et de médiation culturelle, dans laquelle le député J. Alfred Dubuc joue un rôle central, insère le patrimoine dans l'industrie du tourisme. Le syndicat d'initiative de la région, nouvellement créé en 1933, fait aussitôt du pays de Maria Chapdelaine son produit d'appel dans la foulée du film de Julien Duvivier sur Maria, mettant en vedette Madeleine Renaud et Jean Gabin. Dans ce prolongement et après la restauration de la vieille poudrière du poste de traite de la Métabetchouan en 1941, la Commission des monuments historiques du Québec est interpellée par l'abbé Victor Tremblay pour restaurer l'un des plus anciens lieux de culte en bois du Québec, la chapelle de Tadoussac. Ce projet de restauration est réalisé avec le support de son ami William Coverdale, propriétaire de l'hôtel de Tadoussac. La maîtrise d'œuvre du projet est confiée à Silvio Brassard de Québec, un architecte originaire de Jonquière et bien connu pour avoir œuvré à la réplique du fort de Port-Royal en Nouvelle-Écosse. Pour compléter cette opération, la maison Chauvin, premier poste de traite fondé en 1599 en Nouvelle-France, est reconstituée. Elle permet à Coverdale de présenter la collection de pièces amérindiennes datant de la période des contacts entre les Inuits et les Européens, pour le plus grand ravissement des visiteurs de l'hôtel de Coverdale. En 1946, cet intérêt autour des périodes de fondation amène Victor Tremblay à entreprendre des démarches en vue d'assurer la préservation de la maison de Peter McLeod, le fondateur de Chicoutimi, que J.A. Dubuc possède depuis 1919. En juin 1951, 3 ans après le décès de Dubuc, la maison en pièces sur pièces de la rivière du Moulin est malheureusement démolie. Cet événement laissera un goût amer pour tous les partisans et défenseurs de l'histoire et du patrimoine du Saguenay. En 1969, une station de service allait figurer en lieu et place avant l'implantation d'un condo de ville. Enfin, en 1961, avec la création du ministère des Affaires culturelles et la refonte de la loi sur les monuments historiques et artistiques en 1963, une nouvelle étape survient dans la protection et la valorisation des composantes du patrimoine de la région avec l'apparition des premiers classements. Entre 1965 et 1989, en effet, 63 éléments du patrimoine régional apparaissent dans le registre des biens culturels du Québec. Regroupés dans différentes catégories de biens, il s'agit notamment de la statue de Notre-Dame du Saguenay, de l'église du presbytère de la Terrière, de la vieille poudrière du poste de traite de la Métabetchouan à Desbiens, du moulin Père Honorat de la Terrière, du moulin de Sainte-Jeanne d'Arc et de la chapelle Saint-Antoine de Padoue de l'Ermitage du Lac-Bouchette en 1979, du fonds de la famille Dubuc en 1979, de la maison Price à Chicoutimi et du vieux moulin hydraulique de l'Adoré en 1982. Mais après le site du poste de traite de Chicoutimi en 1984, qui obtenait plutôt un statut d'importance historique nationale par le gouvernement canadien,
en 1972. C'est sans oublier dans cette nomenclature le dossier initiatique de tout ce mouvement, la friche industrielle de la pulperie de Chicoutimi, aussi en 1984, en plus de son statut canadien en 1983. Grâce à ce niveau de reconnaissance, la pulperie, le patrimoine moderne, celui du 20e siècle, vient à son tour à s'insérer dans la gestion du passé saguenayien. Son envergure et ses valeurs liées à son architecture, sa technologie et son environnement en sont ses caractéristiques et ses fondements. Vis-à-vis la sauvegarde de ce patrimoine qui prend son élan au début des années 90 et qui se poursuit depuis, il prend forme à l'intérieur d'une démarche de planification et de gestion visant à identifier au Saguenay ce qui est contributif à l'histoire et au patrimoine du Québec. Un programme d'inventaire et de diffusion des connaissances est aussi amorcé en ce sens par le ministère de la Culture et des Communications en partenariat avec les instances locales, soit les villes et les municipalités régionales de comté. Il permet d'identifier les éléments identitaires incontournables de la région susceptibles d'obtenir un statut de classement ministériel ou de citation municipale et d'enrichir à nouveau le répertoire du patrimoine culturel du Québec. Ainsi, entre 1989 et 2019, une série de publications et d'études est menée par les urbanistes, historiens et universitaires spécialisés en histoire de l'architecture. Elles conduisent à repérer et à caractériser l'identité régionale. Au cours de cette opération, outre la vieille fromagerie Perron de Saint-Prime, érigée en 1995 au lac Saint-Jean, qui allait être reconnue pour son caractère ethnologique, ainsi que l'église et le presbytère de Sacré-Cœur pour leurs valeurs historiques et architecturales, il a été donné de découvrir et de révéler un éventail inégalé d'expérimentations urbanistiques et architecturales. Parmi elles figure Val-Jalbert, classé patrimonial en 1996 par le ministère et désigné lieu historique national par le fédéral en 2019. Véritable enclave implantée au milieu rural avec ses maisons de style vernaculaire américain, il s'agit du premier village modèle de compagnie en région érigé entre 1909 et 1924. Mais, plus que tout autre exemple, Arvida s'avère de ce point de vue le témoin le plus achevé et avant-gardiste de ces villes industrielles planifiées produites au Saguenay et au Québec. Mise en exergue à l'intérieur de la publication Jonquière et lieux, Mémoire et lieux par Luc Noppen et Lucica Morisset, alors au CELAT, cette cité industrielle en Amérique devient pour celle-ci un sujet de thèse, de doctorat, avant d'être publié chez Septentrion en 1988. À un autre échelon, un projet de recherche appliqué, mobilisant citoyens, partenaires municipaux, gouvernementaux et associatifs en émerge afin d'assurer la préservation et la valorisation de ce patrimoine d'exception. À cette fin, entre 2010 et 2017, plusieurs statuts de protection sont attribués à la cité aluminière. Celui du site patrimonial déclaré, le 13e au Québec, est le dernier, cette désignation l'autorisant à figurer sur la liste indicative canadienne en vue d'une inscription sur celle du patrimoine mondial de l'UNESCO. En cours de route de cette fabrique patrimoniale dans laquelle des supports conseils aux propriétaires n'ont pas été oubliés avec la création du SARP en 1996, il n'est donc pas étonnant que le patrimoine moderne des années 40 et 60 s'affirme et apparaisse comme la signature de la région. Par leur talent et par leur sens de la nouveauté et de l'audace, en rupture avec le connu et l'existant, Léonce Desgagnés, Paul-Marie Côté, Alfred-Henri Tremblay, Évan Saint-Gelais et Jacques Coutu tracent la voie à leurs confrères du reste du Québec. En 1943, l'oratoire Saint-Joseph des Augustines de Chicoutimi de Desgagnés est en quelque sorte la première manifestation. Elle est rapidement suivie par la chapelle mariale de l'Ermitage du lac Bouchette d'Henri Tremblay en 1950. Par l'exploitation des matériaux nouveaux au principe du style de Don Bello, afin d'en rajeunir le langage plutôt qu'en reproduire les formes et les motifs, comme les architectes le pratiquaient partout ailleurs, cette spécificité contribue au classement de l'oratoire comme immeuble patrimonial en 2012. Mais c'est surtout le cas de l'église Saint-Marc de Bagotville, de Paul-Marie Côté, associé à Desgagnés dans leur cabinet de Chicoutimi, classé auparavant en 2009, que le modernisme au Saguenay connaît son plus probant essor. En concevant pour la première fois,
en 1950 avec les ingénieurs Ernest Dauphinet et Guy Bélanger. Il ne faut pas oublier Guy Bélanger. Une dalle en béton plissée d'une seule coulée en 3 jours, du toit jusqu'au sol. C'est un exploit technique. Un peu à la manière d'une tente et dont la blancheur intérieure inspire le recueillement. Côté introduit, selon le professeur Claude Bergeron de Laval, le modernisme dans l'architecture religieuse du Québec. Du même coup, à l'instar du cégep de Chicoutimi en 1963 et de sa propre maison sur la rue Jacques-Cartier aux Angles arrondis en 1967, ce maître de l'expressionnisme formel inaugure la remarquable série des églises blanches de la région. Notre-Dame de Fatima, avec son interprétation de Tipi, douloureusement démolie et dénoncée, en est l'icône la plus illustre, de même que les églises de Saint-Raphaël, de Jonquière, et de Saint-Gelais et Tremblay, et Saint-Gérard de Magellan de La Rouche, où la nef et le chœur sont réunis dans un même espace dans l'esprit du renouveau liturgique de Vatican II. À l'intérieur des biens classés ou cités figurant dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec, qui ont été augmentés de près d'1 millier d'immeubles protégés depuis 1989, le Saguenay-Lac-Saint-Jean porte donc fièrement et fortement en avant-plan son patrimoine moderne. L'église Saint-Mathias d'Arvida de Jacques Coutu, avec son plan hexagonal allongé et sa toiture en forme de chapiteau en 1964, est le dernier de cette liste en 2019, et comme bien d'autres lieux du culte au Québec, elle est désaffectée depuis 2002. À l'heure où la ville de Saguenay adoptait en 2020 sa politique du patrimoine culturel et qu'un conseil local de patrimoine a été constitué en 2024 en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, le caractère remarquable d'autres éléments dans un cadre bâti mérite attention et considération. Alors que la perte de l'église de Notre-Dame de Fatima de Dégagné-Côté est encore loin d'être cicatrisée, au regard de ce qui a été construit en lieu et place, le cégep de Jonquière de Saint-Gelais et Tremblay se révèle en soi, en portant en lui la modernité et l'esprit de la Révolution tranquille. Par son implantation, ses matériaux, sa configuration, ce cégep, et en particulier le pavillon Gérard Arguin, se présente comme un témoin de premier plan du patrimoine intangible issu de cette période et du rapport parent qui démocratise l'éducation par l'introduction de l'école laïque et gratuite au Québec. Pour toutes ces raisons, et comme le patrimoine est une affaire de construction sociale, il appelle en cela un devoir de mémoire et de reconnaissance, en ce qui a contribué à la notoriété du Saguenay, au temps où la région portait en elle, comme Saint-Gelais, l'avant-garde de l'architecture du Québec. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je tiens juste un point en terminant que dans cette série de procédures de sauvegarde du patrimoine où nous sommes des passeurs, le cégep de Jonquière va inaugurer prochainement, on l'espère, en février 2027, un programme dédié à la formation en patrimoine, parce que toutes mes années passées au ministère m'ont montré, et mon action terrain, que sans formation, c'est impossible de sauvegarder le patrimoine. Et ce n'est pas simplement en assurant, par exemple, un statut que c'est possible de le faire. C'est en assurant d'autres fonctions et en lui ajoutant une valeur ajoutée. Et pour ça, il faut une formation. Et le milieu de l'enseignement est essentiel à cela. Et je remercie Sylvain de son appui dans ce projet parce que pour moi, c'est capital. Et c'est un devoir pour toutes les régions du Québec. Chaque région du Québec possède une couleur, une originalité, une beauté qu'il faut valoriser. Et c'est par des professionnels attachés à ces identités qui caractérisent le territoire qu'on peut y arriver. Alors, je félicite de nouveau Sylvain de cette initiative. Merci. Nous allons prendre le temps peut-être pour une ou deux questions ou commentaires des gens dans la salle. C'est une bonne perspective, une bonne... Ah, ici. Parfait. Alors, moi, je voudrais vous féliciter pour ce que vous nous avez appris de tout ce qui se passe dans la région.
Mais moi, je voudrais vous parler d'une petite chapelle qui est au lac Kenogami, qui s'appelle la chapelle Saint-Cyriaque. Que je connais bien. C'est la cathédrale à Sylvain. Hein? Oui. Alors, ça, vous savez, moi, j'ai participé quand le diocèse a décidé qu'il fermait la chapelle. Alors, on s'est mobilisé un groupe au lac Kenogami. Et depuis 2017, en tout cas, on a sauvé la chapelle et elle est inscrite aussi au patrimoine. Mais le seul message que je veux vous dire, c'est que ça serait intéressant que... C'est excellent ce qui est en avant, là, mais il manque aussi des petits milieux de petits villages où il y a eu des chapelles qui sont très patrimoniales, puis où on a fêté l'année passée le centenaire d'un petit village qui s'appelait Saint-Cyriaque et qui a été détruit avec toute l'industrialisation et la forêt. Alors, c'est juste pour vous dire un petit commentaire, parce que je suis très touchée par ce projet, parce que j'y ai participé beaucoup. Puis les gens d'ici le savent aussi. Alors, merci de faire une petite annexe, s'il vous plaît. Merci pour ce commentaire. Vous savez, j'ai intitulé ma conférence que le patrimoine est une affaire sociale. Donc, ça appartient à la communauté. L'État est là, oui, mais si à la base, il n'y a pas le milieu, c'est impossible d'assurer une pérennité. Et le patrimoine, c'est fait pour servir et c'est pour se donner de la fierté. Alors, votre geste y a contribué. Alors, oui, j'ai 2 interventions. Oui, France. Jusqu'à récemment, France, dans le thème, jusqu'à récemment, je pensais que quand on avait l'appui de la communauté, on pouvait sauver le patrimoine. Mais je pense qu'il y a aussi un palier qui est très important et qui ne soutient pas toujours les citoyens, ou du moins peut-être une minorité, c'est le niveau politique municipal. Et prochainement, on a parlé, Dominique Saint-Gelais a parlé de Jean-Marie Roy, l'école normale, le collège de Saint-Damien va être démoli. Donc, je pense que, enfin là, disons que j'ai été, sur ce dossier-là, j'ai été échaudée. Je me suis dit, ça ne suffit pas que des citoyens se mobilisent. Le niveau politique aussi est important, à commencer par le municipal, parce que si le municipal ne supporte pas, le provincial ne bouge pas. Absolument. Je l'ai vécu il n'y a pas tellement longtemps avec la Villa Marie de Dubuque à Chandler, n'est-ce pas? OK? Qui est une perte exceptionnelle, Sylvain le sait également. Juste pour compléter, peut-être, France, ce que vous venez de mentionner, pour moi, Sylvain l'a mentionné, c'est une affaire de connaissance. Okay? Si on ne connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a sur le territoire. Et donc là, il y a un principe d'éducation populaire, je dirais, qui est essentiel. C'est pour ça que je tiens tant à la formation, parce que vis-à-vis les jeunes aussi, on a tout un défi à rencontrer. Hein. Par exemple, pour le patrimoine religieux, pour eux, c'est insignifiant dans le sens du sens premier du terme, okay, comme tel, parce qu'ils n'ont pas connu la période, exemple, précédant le Vatican II ou Vatican II même. Okay. Donc, pour eux, c'est des bâtiments, mais qu'est-ce que ça signifie, etc. Donc, on a tout un défi devant nous pour, justement, favoriser cette connaissance et montrer que on a des créateurs, okay? On est dans un bâtiment où l'inspiration, la création s'est manifestée. Et par rapport aux élus, oui, il y a un gros travail à faire là-dessus. Mais il faut des gens qui soient capables de communiquer la richesse que nous avons dans nos villages, dans nos villes, etc. C'est un défi. Ça appartient à notre génération. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que notre inscription par rapport au patrimoine, elle s'inscrit dans le temps. Ici, depuis le 19e siècle, on s'y est intéressé. Et ça a progressivement augmenté à chaque décennie. Il faut continuer dans ce sens. Merci beaucoup.